Dans cette capsule, on va parler de la deuxième loi fondamentale de la dynamique qu'on appelle la deuxième loi de Newton. On va revenir peut-être sur l'expérience qu'on a fait ensemble en laboratoire. Donc, on a fait une expérience là-dessus, la deuxième loi de Newton. Qu'est-ce qu'on a testé en laboratoire? Première expérience qu'on peut faire, on va la faire ici par la pensée. On applique une force sur un objet qui a une certaine masse. Et ensuite, l'objet va avoir une accélération et on va mesurer, ou plutôt calculer cette accélération-là, parce que ce qu'on mesure en réalité, c'est le déplacement, le temps. Donc, on va calculer l'accélération. Ensuite, on reprend l'expérience, mais cette fois-ci en doublant la force et on refait la même chose, on calcule à nouveau l'accélération de l'objet. Ici, j'ai dessiné l'objet après son mouvement, il est plus loin. En fait, ce qu'on se rend compte expérimentalement, c'est que l'accélération de l'objet est proportionnelle à la force. Lorsqu'on double la force, on double l'accélération. Si on triple la force, on triple l'accélération, etc. Donc, c'est la première partie de la deuxième loi de Newton. L'autre partie, l'autre expérience qu'on avait fait au laboratoire, c'est cette fois-ci, on va faire varier la masse de l'objet. Donc, on applique une force sur un objet qui a une certaine masse, on mesure son déplacement, on calcule son accélération. On refait la même chose, mais cette fois-ci, on double la masse de l'objet. Alors, on se rend compte ici, l'objet est moins loin. En fait, l'accélération est plus faible et si on la calcule exactement, on se rend compte que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Donc, plus l'objet a une masse importante, plus son accélération va être faible. Ici, on va avoir une expérience un peu semblable dans l'espace pour montrer que même en l'absence de gravité, la masse est toujours là. Donc, on va accélérer ici un petit bâton de lipstick avec un élastique. Alors, vous avez vu, grosso modo, l'accélération de la barre de lipstick. On va reprendre la même chose cette fois-ci avec une masse un petit peu plus importante, qu'on va lancer avec l'élastique, donc un peu comme une catapulte. Alors vous voyez que l'accélération de l'objet a été moins importante. Évidemment, ici, c'est un peu qualitatif. Là, on ne prend pas de mesure, on fait juste constater. Maintenant, ici, l'astronaute prend l'objet le plus massif qu'il a pu trouver dans la station spatiale, enfin, qu'il a pu manipuler relativement facilement. Et il va l'accélérer de la même façon. Donc, il étire l'élastique. À chaque fois, il prend le même point de repère, donc il essaie d'avoir le même étirement pour l'élastique. Et comme vous voyez, l'accélération est beaucoup moins importante que tout à l'heure. Alors, si on résume ce qu'on vient de mentionner, ce qu'on vient de voir un peu dans la vidéo, ce qu'on avait fait aussi au laboratoire, on peut dire que l'accélération d'un objet est proportionnelle à la force qu'on applique dessus et inversement proportionnelle à la masse. Ici, j'ai mis des vecteurs pour dire que même, en fait, l'accélération, elle est dans le même sens que la force qui est appliquée dessus. On peut enlever la proportionnalité en ajoutant une constante de proportionnalité. Mais si on choisit bien, bon ici je l'ai remanié un peu, j'ai envoyé le m de l'autre côté, et si on choisit bien nos unités, en fait, on peut s'arranger pour que la constante de proportionnalité soit égale à 1. C'est ce qu'on fait dans le système international. Dans le fond, on a défini le newton, l'unité de la force, à partir de cette formule-là. C'est-à-dire que 1 newton, c'est 1 kg qui est accéléré à une accélération de 1 mètre par seconde carré. Donc, les unités du système international, pour l'accélération, on a des mètres par seconde carré, la force des newtons et la masse des kilogrammes. Alors, comme on a défini le newton à partir de cette équation-là, c'est pour ça qu'on n'a pas de constante de proportionnalité dans la formule. Alors, on peut dire que cette formule-là, F égale ma, c'est le résumé mathématique de la deuxième loi de Newton. Pour être bien rigoureux, il faudrait plutôt l'écrire sous cette forme-ci. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs forces qui s'appliquent sur un objet, à ce moment-là, il faut d'abord faire la somme des forces, c'est-à-dire trouver la force résultante sur l'objet, et ensuite, c'est cette somme des forces-là qui va être égale à la masse fois l'accélération. On peut aussi, si on le souhaite, l'écrire sous forme de ses composantes. Donc la formule précédente, on pourrait dire aussi que c'est en x, la somme des forces en x ou des composantes en x qui est égale à la masse fois la composante en x de l'accélération. On aurait la même chose en y. Évidemment, je ne l'ai pas ajouté aussi, mais ici, mais si on avait un troisième axe, donc l'axe des z, on aurait la même chose aussi.
Alors, je vais faire juste deux petits exemples assez simples d'application de la deuxième loi de Newton. La première, c'est la situation suivante. On a une voiture qui a une masse de 600 kg. On demande quelle est la force résultante qui est nécessaire pour l'accélérer de 0 à 100 km/h en 8 secondes. Donc, vous voyez, on a des données de cinématique, en fait. Donc, la vitesse 0 à 100 km/h, c'est la vitesse initiale et la vitesse finale. Et c'est en 8 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est vitesse initiale, qui est 0, vitesse finale, qui est 100 km/h, ce qui donne environ 28 mètres par seconde, si on le transforme en mètres par seconde, et on a un temps de 8 secondes. Donc, en fait, vous voyez, c'est trois données de cinématique. C'est un mouvement accéléré. Alors, on se rappelle que quand on a trois données en cinématique, on est capable de fonctionner, de trouver ce que l'on cherche. Et qu'est-ce qu'on cherche justement ici? Ben, ça va être l'accélération. Parce qu'on nous demande la force. Or, pour calculer la force résultante, alors ce qu'on vient de voir, c'est que c'est le produit de la masse fois l'accélération. Alors, on a notre masse de 600 kg. Il nous manque donc l'accélération pour avoir la force. Donc, la première étape, ça va être de sélectionner une formule de cinématique qui nous permet de calculer donc l'accélération. Alors, dans ce cas-ci, c'est la formule suivante. Donc, on a V égale V0 plus AT. Alors, nous, on a une vitesse finale de 28 mètres par seconde, une initiale de 0 et un temps de 8 secondes. On a bien ici des mètres par seconde, des secondes. Alors, on va obtenir des mètres par seconde carré pour l'accélération. Alors, ça donne 3,5 et donc, ça sera des mètres par seconde carré. Et finalement, pour la force, eh bien, on fait tout simplement le produit de la masse fois l'accélération. Donc, 600 kg fois 3,5 mètres par seconde carré. Et des kilos fois des mètres par seconde carré, ben, ça va nous donner des newtons. Alors, on obtient 2100 newtons, ou encore on pourrait écrire 2,1 kN pour la force. Je vous avais mentionné, si on veut vérifier si ça a du bon sens ou pas, 2100 newtons, c'est grosso modo, si on divise par 4, environ 500 livres. Donc, comme force, pour accélérer une voiture de 600 kg, ça a quand même du sens. Deuxième exemple, on a encore une voiture, cette fois-ci, qui entre en collision avec un mur et qui décélère sur une distance de 1 mètre. Donc, l'auto s'aplatit, comme on voit sur l'image, sur une distance de 1 mètre. Donc, elle va s'arrêter dans cette distance-là. Quelle sera la force approximative appliquée sur le conducteur, qui a une masse de 60 kg, par sa ceinture de sécurité? Alors, voyez, on ne veut pas avoir la force sur l'auto. D'ailleurs, pour ça, il nous faudrait sa masse et on ne l'a même pas. On veut plutôt la force sur le conducteur de l'automobile. Évidemment, ça va être une force moyenne parce que c'est sûr que durant la collision, l'accélération n'est pas nécessairement constante. On peut penser que quand l'auto va commencer à s'écraser sur le mur, la force sera pas trop importante, puis au fur et à mesure que ça s'écrase, la force va devenir de plus en plus importante. Ce qui fait que l'accélération va être variable comme la force. Donc, c'est pour ça qu'on demande ici la force approximative moyenne. En fait, on va calculer l'accélération comme si c'était une accélération constante, puis ensuite on va calculer la force comme ça. La clé ici, c'est que si le conducteur est bien attaché à l'auto avec sa ceinture de sécurité, son accélération va suivre celle de l'auto approximativement. D'ailleurs, c'est ça un peu le but d'une ceinture de sécurité, c'est de retenir la personne sur l'auto pour que la décélération de la personne soit la même que celle de l'auto. Si on n'a pas la ceinture de sécurité, la personne va continuer son mouvement jusqu'à temps de rencontrer une surface dure. Et là, à ce moment-là, la décélération va être très brusque et donc la force va être encore plus importante. Donc, ce qu'on va faire ici, évidemment, il y a beaucoup d'approximations là-dedans. On va calculer l'accélération de la voiture et on va supposer que l'accélération de la voiture, c'est la même que l'accélération du passager. Et on va calculer la force comme ça. Il nous manquait une donnée ici. Je me rends compte que j'ai oublié de donner. C'est sûr que si on n'a pas la vitesse initiale de l'auto, c'est impossible de résoudre. Donc, supposons que l'auto a une vitesse initiale de 50 km/h. Donc, ça, c'est une donnée du problème que j'avais oublié de mentionner. Alors, on va la réécrire ici. Vitesse initiale, donc
50 km/h. Alors ça donne approximativement 14 mètres par seconde lorsqu'on la réexprime en mètres par seconde. La vitesse finale ensuite, ça va être 0, puisqu'elle s'arrête, l'automobile, et le déplacement, donc la distance d'arrêt, va être égale à 1 mètre. Et avec ça, donc les trois données qui sont ici, on va aller calculer notre accélération. Alors avec ces quatre données-là, ou ces quatre variables-là, on cherche l'équation qui les contient toutes les quatre. L'équation, c'est la suivante. Alors on va avoir v carré égale v0 carré plus 2a delta x. Donc c'est bien toutes les données que l'on a. Et on va isoler. Habituellement, je mets les données puis ensuite j'isole, mais ici je vais faire le contraire pour la raison suivante, on va le voir dans pas long. Donc si j'isole l'accélération ici, ça va me donner v carré moins v0 carré sur 2 delta x. Donc voilà pour la formule de l'accélération. La raison pour laquelle je ne vais pas mettre tout de suite les chiffres, c'est que, bon, quand on a une décélération comme ça, la vitesse finale est 0. Donc, en fait, si on simplifie encore la formule, ça donne ceci. Alors, bien sûr, le signe moins nous dit que c'est une décélération. Ça va. Mais ce que je voulais particulièrement discuter, c'est que la vitesse initiale est au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération va être proportionnelle à la vitesse initiale au carré. Autrement dit, si on double la vitesse, donc si je doublais la vitesse ici de 50 à 100 km/h, ça quadruplerait l'accélération et donc ça quadruplerait aussi la force qui va être appliquée sur le conducteur. Donc un petit message d'intérêt public ou de sécurité routière si on veut. Alors comme la décélération est proportionnelle à la vitesse au carré, dans le fond, c'est une raison de plus pour modérer la vitesse. C'est la même chose pour freiner d'ailleurs. Donc lorsqu'on veut freiner, la décélération que le véhicule va subir va être proportionnelle à la vitesse au carré. Donc c'est pour ça que ça va être encore plus dur de freiner si on va trop vite. Donc bref, on continue maintenant. Je vais mettre les données là-dedans. Alors 14 au carré sur 2 fois 1. Alors ça donne 98 mètres par seconde carré pour l'accélération. C'est très élevé comme accélération. En fait, j'ai oublié mon signe moins, là, c'était une accélération négative. C'est très élevé comme accélération, c'est environ 10 fois l'accélération gravitationnelle terrestre. Donc 10 g, c'est quand même assez important. Ensuite, pour calculer la force, alors j'applique la deuxième loi de Newton. C'est la seule force à peu près qui va décélérer le passager, donc ce sera la force de la ceinture de sécurité. Il y aurait peut-être aussi éventuellement le sac gonflable qui contribuerait. Donc, je vais prendre la masse du passager fois l'accélération. Ça va être une force qui va être égale à 10 fois son poids, puisqu'on avait 10 fois l'accélération gravitationnelle terrestre, donc ça sera 10 fois son poids. Ça donne 5880 newtons. Bon, ici, on avait un signe moins pour l'accélération. Le signe nous dit le sens de la force, c'est vers l'arrière. Donc, je n'ai pas remis le signe moins ici. On aurait la grandeur de la force comme ça. Donc, si on divise en 4, là, grosso modo, ça donnerait une force d'environ 1200 livres là, ou un petit peu moins, quelque chose comme ça. Donc, c'est une force qui est quand même assez élevée, mais bref.